Papers, Please a été créé par Luke Kaspop et est sorti le 8 août 2013 sur Windows et macOS et le 14 février 2014 sur Linux. Sa note moyenne métacritique est de 85%. Sa durée de vie est très variable du fait de son assez bonne rejouabilité, mais il faut compter environ 5 heures pour atteindre une des bonnes fins du jeu. Le jeu place le joueur dans les bottes d'un fonctionnaire de l'immigration, chargé de contrôler les papiers de personnes se présentant à un poste frontière pour entrer dans Arstotzka, une contrée fictive inspirée du bloc de l'Est pendant la guerre froide. Son principal intérêt est de placer le joueur devant de nombreux dilemmes moraux et face aux conséquences de ses choix. Le jeu possède deux modes de jeu, histoire et sans fin. Le gameplay est divisé en plusieurs étapes récurrentes chaque jour. La journée commence par l'arrivée au poste frontière, où le joueur consulte le journal qui l'informe de la situation politique et éventuellement des conséquences de ses choix de la veille, puis prend connaissance de ses instructions du jour. Ensuite, le joueur contrôle les personnages de la file d'attente. En fonction des instructions reçues, des déclarations et des papiers présentés par les personnages, il doit décider de les laisser entrer ou non, voire de les faire arrêter. Le personnage est rémunéré 5 $ par personne correctement traitée. Il n'est pas payé en cas d'erreur, et au-delà de la seconde erreur la même journée, une retenue de 5 $ par erreur est faite sur son salaire. Cette phase de jeu étant en durée limitée, le joueur doit donc contrôler au plus vite chaque personne tout en faisant le minimum d'erreurs. De plus, chaque jour amène de nouvelles instructions qui complexifient le contrôle des immigrants et les journées peuvent être interrompues par des événements imprévus, généralement des attaques terroristes. Dans le mode histoire, des rencontres non aléatoires ont lieu qui placent le joueur devant des choix moraux, comme la possibilité d'accepter un pot de vin, d'aider la résistance, de laisser entrer à la demande d'un supérieur une personne sans les documents nécessaires, et bien d'autres événements. La journée se termine par le retour au domicile, où le joueur doit décider comment dépenser l'argent gagné durant la journée, avec là encore des choix moraux difficiles quand l'argent vient à manquer et qu'il faut choisir entre manger, se chauffer et acheter des médicaments pour soigner un membre malade de la famille. Dans le mode histoire, le jeu se termine au plus tard au début du 32e jour. Dans le mode sans fin, toutes les rencontres sont aléatoires et il n'y a plus de choix moraux. Ce gameplay, en apparence rebutant au possible, ne plaira pas à tout le monde, mais le fait de devoir traiter un maximum de personnes dans le temps imparti et la complexité croissante des règles d'entrée dans le pays crée un réel challenge, avec un enjeu tangible, le bien-être de la famille du personnage. Une difficulté supplémentaire est ajoutée par la faible surface du bureau dont dispose le joueur. Ce manque d'ergonomie étant un choix assumé renforçant la difficulté du jeu, et se fait ressentir de plus en plus au fil des jours avec la multiplication des documents à contrôler pour chaque immigrant. Ce manque d'ergonomie peut être compensé en achetant des améliorations permettant d'utiliser des raccourcis clavier ou des marque-pages dans le règlement. Le seul élément magique du gameplay, rappelant que l'on est dans un jeu, est le fait que toute erreur du joueur, volontaire ou non, lui est immédiatement signalée. Ce mécanisme est la seule réelle faiblesse du jeu, mais il est malheureusement indispensable pour que les décisions morales prises par le joueur aient un sens. Les bonnes actions doivent être systématiquement punies pour avoir du poids, et les erreurs doivent être signalées au joueur pour lui permettre de progresser dans sa maîtrise du gameplay. Pour conclure sur le gameplay, on peut le comparer à celui de Tetris. Une tâche apparemment mécanique et ennuyeuse au possible, empiler des blocs ou chercher des différences dans des données, est rendue fun lorsqu'elle propose un challenge du fait qu'elle doit être réalisée dans un temps limité et que la difficulté est croissante au fil des niveaux pour compenser les progrès du joueur. Les graphismes sont en pixel art pour la journée et en mode texte pour la soirée, ce qui a rebuté certains joueurs. Cependant, ce choix de design et les tons très sombres choisis sont parfaits pour retranscrire le sentiment d'oppression et de tristesse associé avec une dictature communiste, et le jeu arrive excellemment bien à faire s'attacher le joueur à certains personnages récurrents ou à en faire détester d'autres. Ce choix esthétique est aussi très cohérent avec le fait de faire se dérouler le jeu en 1982. Le fait de ne présenter les membres de la famille du joueur que sous la forme du libellé de leur fonction est également un moyen de laisser leur représentation à l'imagination du joueur et d'augmenter son attachement à ces personnages. Cependant, pour certains joueurs, l'effet obtenu est l'inverse, et le fait de ne pas disposer de représentation visuelle des membres de la famille peut nuire à l'attachement du joueur. La musique renforce les graphismes pour donner une sensation d'oppression dans un régime totalitaire. Les bruitages sont sympathiques mais peu variés et deviennent assez vite répétitifs, ce qui n'a rien d'absurde dans un jeu basé sur la routine de traitement administratif qui se répète heure après heure et jour après jour. Rien de bien gênant ou mal fait, mais le jeu se contente ici de fournir le strict minimum syndical. Le sel du jeu réside dans le fait que le joueur est régulièrement amené à faire des choix moraux et que le choix moralement juste demande généralement de désobéir aux ordres et donc risquer d'être puni, au risque de nuire à sa famille voire d'être arrêté et exécuté. Ainsi, le jeu peut se jouer de trois manières principales. Privilégier sa famille, suivre sa morale ou suivre les ordres. Parmi les 20 fins différentes du jeu, seules 3 sont considérées comme bonnes.
chacune correspondant à une de ces 3 manières de jouer. Ironiquement, la meilleure fin, celle qui permet de débloquer le mode Endless, n'est pas obtenue en suivant sa morale, mais au contraire en suivant les ordres jusqu'au bout. Il est à noter aussi que le jeu fait preuve d'un cynisme et d'un humour noir très réjouissant, qui renforce l'immersion et l'aspect tristement humain des personnages. Au final, le jeu arrive parfaitement à donner l'impression que l'on n'est qu'un rouage d'une bureaucratie gouvernementale aliénante et corrompue, mais que nous disposons du pouvoir de faire changer les choses pour le pays, quelques personnes ou juste sa famille, et le joueur est réellement libre de ses choix. L'immense réussite du jeu réside dans la parfaite intégration des choix moraux au gameplay. En effet, le jeu n'alterne pas comme le fond des phases de gameplay et des phases de narration, où les éléments dramatiques des phases de narration n'ont aucun impact sur le gameplay. Au contraire, dans Papers, Please, le choix moral est indissociable du gameplay, puisque les choix moraux reviennent toujours à choisir de perdre et marquer moins de points, ici gagner moins d'argent, ce qui nuit à la famille du joueur et peut mener directement à une des mauvaises fins. De plus, le jeu pousse cette logique jusqu'au bout en faisant de la meilleure fin non pas celle où le joueur arrive à accomplir le plus d'actions morales, mais plutôt celle où le joueur arrive à finir le jeu en suivant les ordres jusqu'au bout. Papers, Please réalise ici une grande prouesse, réussir à faire s'interroger le joueur sur la nature du mal et à son propre comportement s'il devait se retrouver pris dans une société totalitaire. Ainsi, là où les autres formes d'art comme la littérature et le cinéma savent nous faire nous demander ce que nous ferions à la place du héros, mais ne peuvent vérifier si notre réponse est honnête, ici, le jeu arrive à placer le joueur directement face aux dilemmes moraux et permet de découvrir combien de temps nos bons sentiments tiendraient réellement face aux risques personnels et aux devoirs familiaux, un peu à la manière d'une expérience de 1000 grammes à réaliser chez soi. Ainsi, grâce à l'élégance rare de son gameplay, le jeu arrive avec finesse et subtilité à nous faire nous interroger sur notre propre moralité d'une manière plus directe et profonde que celle permise par les autres disciplines artistiques, et prouve que le game design, employé avec talent, est une forme d'art.